Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole. Ce que j'ai vu, c'est que notre invité est l'une des figures les plus présentes sur la scène médiatique et politique du Cameroun ces 15 dernières années. Candidat à l'élection présidentielle de 2018, il terminera la course au 3e rang derrière Paul Biya, Maurice Kamto. Il est encore aligné pour la prochaine élection présidentielle, celle du mois d'octobre 2025, sous la bannière du PCRN. Il a animé la scène politique en appelant les jeunes de la société civile et autres à s'inscrire massivement sur les listes électorales avec des opérations qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et il continue d'écrire son histoire et même l'histoire du Cameroun avec ce qu'il a vu. Notre invité s'appelle donc Cabral Libi, vous l'avez deviné, président national du PCRN, candidat à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Merci, bonne soirée à vous. Bonsoir à vous, Monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Dieu nous accorde aujourd'hui encore le souffle de vie et la grâce d'être là. Ce que j'ai vu, Président, lorsque vous arriviez ici, on avait tous les inquiétudes par rapport à la disponibilité d'énergie électrique. Ça partait, ça revenait, tout le monde était inquiet. Vous, vous aspirez à être président de la République. Avez-vous la solution pour gérer la crise énergétique au Cameroun? La solution pour gérer la crise énergétique au Cameroun est simple. Il faut des investissements. Mais cette fois, des investissements effectifs et qui serviront effectivement à l'objectif. Pourquoi je le dis? Pourquoi vous insistez sur effectif? Parce que ces dernières années, il y a eu des investissements. Oui. Je pourrais vous en prendre deux, par exemple. Des investissements dans la production de l'énergie, en termes de barrages hydroélectriques. Oui. Il y a eu, par exemple, le barrage de Mekin, 15 mégawatts. C'est ce qui était prévu. Lorsqu'on a lancé la construction du barrage de Mekin, c'est 15 mégawatts. À ce jour, je ne sais pas si ça donne 1 ou 2 mégawatts. Et dans la mercuriale, j'ai envie de dire internationale, de construction de barrages, on sait qu'en matière de production de l'énergie hydroélectrique, le mégawatt, pour produire 1 mégawatt, il faut un investissement compris entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA. Donc, logiquement, un barrage comme celui-là devait coûter dans les 15 milliards. D'ailleurs, au départ, c'est ce qui était prévu, un peu moins de 15 milliards d'ailleurs. Mais au bout, ça a coûté 45 milliards. 45 milliards pour qu'aujourd'hui, on ne puisse même pas dégager 1 mégawatt de là. Je pourrais vous prendre aussi Menvelé. Menvelé, au départ, je crois, c'était prévu pour 212 mégawatts, quelque chose comme ça. Je pourrais me tromper sur un chiffre. Donc, logiquement, ça devait coûter dans les 212 milliards, autour de 200 milliards. Ce qu'aura d'ailleurs coûté la centrale à gaz de Kribi. La centrale à gaz de Kribi, qui, elle, devait produire ou doit produire autour de 230 mégawatts, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'on a englouti à Menvelé un peu moins de 500 milliards de francs CFA. C'est pour ça que j'insistais pour dire que... Alors, le Cameroun a un potentiel énergétique énorme, principalement de deux types. Principalement. On a un potentiel hydroélectrique, on a un potentiel solaire, et même dans une certaine mesure, un potentiel éolien. Mais en termes de production, qu'est-ce qui coûte le moins cher? Globalement, on pourrait dire l'éolien. Encore que je pourrais me tromper. Mais je sais que lorsqu'on compare la production de l'énergie hydroélectrique à la production solaire, l'investissement au mégawatt coûte un peu plus cher pour l'investissement dans le solaire. Mais le potentiel du Cameroun, tout le monde le connaît, ceux qui s'intéressent à la question, c'est de 23 000 mégawatts. Nous sommes donc deuxième potentiel en Afrique, après la République démocratique du Congo. Je parle du potentiel hydroélectrique. Et je crois 16e ou 18e mondial. Je pourrais me tromper. Et pour que nous puissions satisfaire la demande actuelle, nous devrions produire minimalement, y compris d'ailleurs la demande industrielle, minimalement 5000 mégawatts. Et nous pensons, vous m'avez demandé quelle est la solution. La solution. La solution,
c'est de construire en partie en fonds propres. Parce que si vous n'avez pas résolu la question de l'énergie, en tout cas en ce qui me concerne, vous avez entre les mains un projet de société qui est articulé autour du multiplicateur industriel, dont vous ne pouvez pas aspirer à l'industrialisation si vous n'avez pas. Donc c'est la priorité des priorités. Donc il faut investir en partie en fonds propres, mais cette fois dans des investissements réels, pas des éléphants blancs, mais également aussi en joint venture. En joint venture. Et là, on est obligé de travailler en coopération avec un certain nombre de pays qui se sont illustrés dans le domaine, des pays d'ailleurs avec lesquels le Cameroun est en coopération aujourd'hui, pour trouver des partenariats d'investissement dans le domaine. Donc, c'est là que ça se joue. Mais là encore, pour dégager ces partenariats, il faut être crédible. Mais là, derrière, il faut avoir réglé la question de la gouvernance. Mais sur le segment des ménages, parce que là, vous avez évoqué, et j'ai préféré terminer par là, vous avez évoqué le délestage, ce qu'on a vécu, ce que moi j'appelle l'engueulant. Ce qu'on continue de vivre, parce qu'il y a plusieurs quartiers à Yaoundé aujourd'hui. Déjà, moi, je partais de la maison. Les gens nous écrivent qu'ils ne savent pas comment faire pour suivre l'émission parce qu'il n'y a pas d'énergie. C'est un problème réel. Au moment où moi je pars de chez moi pour cette émission, d'ailleurs, mon quartier n'est pas très loin du vôtre ici. C'est le quartier Obobogo, c'est quoi? C'est à 10 minutes ou 15 minutes d'ici. Sortant déjà le matin pour aller à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas d'énergie. Je suis rentré en soirée, il n'y en avait toujours pas. Et je pense, dans mon quartier au Bobogo, donc en venant même ici, j'étais un peu dubitatif. Alors, la question pour les ménages. Mais je voulais évoquer la question justement pour les ménages. Et là, il faut être très attentif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque j'évoquais les investissements qui ont été faits tout à l'heure, on a investi sur l'hydroélectrique, on a investi en partie d'ailleurs dans le gaz. Il y a Nachigal qui a annoncé également. Et on a investi aussi sur les centrales thermiques. Oui. On a même investi sur les générateurs. À cause de mauvais investissements, on a un déficit de production. C'est-à-dire on a mis beaucoup d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des investissements qui ne produisent pas. Mais si vous permettez, j'ouvre encore une petite parenthèse. Sur Menvelé, par exemple. Lorsqu'on construisait le barrage de Menvelé, certains experts déjà à l'époque avaient mis en garde qu'en période d'étiage, ce barrage ne produirait pratiquement aucun kilowatt. Oui. À cause de l'assèchement du lit du fleuve. Et c'est pour cela que certaines personnes, certains experts disaient à l'époque qu'avec l'investissement colossal qui avait été fait à Lompanga, en amont de la Sanaga, et que tout le monde s'accordait que cet investissement, c'est-à-dire le barrage de retenue, le barrage de retenue de Lompanga, était à mesure d'alimenter sur le lit de la Sanaga un peu moins d'une dizaine de barrages. Et c'est pour cela que certains experts disaient à l'époque que de construire à Menvelé, parce que si on veut être efficace à Menvelé, il faut à nouveau construire un barrage de retenue en amont du barrage de Menvelé. Ben, il fallait construire. Parce que Menvelé n'est pas sur la Sanaga. Pour des raisons évidemment non efficientes, on est allé de ce côté. Mais là où je voulais vous amener sur les ménages, vous vous souvenez qu'il y a 1 an ou 2, j'avais annoncé une marche. J'avais déclaré une marche. Bring back our electricity, je crois. Vous savez très bien comment ça s'était terminé, une interdiction et puis une escouade impressionnante de gendarmes, de policiers dès 5 h du matin pour nous empêcher de manifester. Encore que c'est même une réunion qu'on avait déclarée à l'esplanade du stade Omnisport. Mais dans la foulée, il y a une réunion qui avait été convoquée par le ministre de l'Énergie. Et lorsqu'il m'a présenté l'étalage... Vous étiez invité? Oui, j'avais été invité. Oui. Ah oui, voilà. Lorsqu'il avait fait étalage des investissements qu'il y avait eu dans le secteur de l'électricité, on est très vite arrivé à la conclusion que, en fait, on peut avoir de l'électricité dans les ménages. Mais le problème, c'était quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est qu'il y a beaucoup de centrales thermiques qui ont été construites, beaucoup de générateurs dont ça fonctionne au fioul, qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de carburant. Tout simplement. À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a certaines localités du Cameroun qui n'ont pas d'électricité parce qu'il n'y a pas de carburant. Dans des villes comme j'y étais il n'y a pas longtemps, Tignière. Je suis arrivé à Tignière lorsque nous avons fait un accident de circulation récemment, vous êtes certainement au courant, nous avons dormi à Tignière, accueilli, et je l'en remercie encore, par le maire de Tignière et même toutes les autorités, le préfet et autres qui s'étaient mis en quatre pour nous accueillir. Et nous avons découvert quelque chose là-bas. On coupait l'énergie tous les jours à partir de minuit, je crois.
22 heures d'ailleurs. On coupait à 22 heures. Et j'ai demandé pourquoi on coupait l'électricité à 22 heures. On m'a dit c'est pour faire l'économie du carburant. Alors, je me souviens donc de la réunion avec le ministre de l'énergie. Et je lui ai demandé, mais pourquoi les gens sont privés d'électricité à cause du carburant? Est-ce que c'est le carburant qui manque? Il m'a dit non, honorable, si nous devons mettre de l'électricité, si nous devons mettre du carburant pour optimiser le fonctionnement des centrales thermiques, ça nous coûte 8 milliards le mois. Ben, moi, j'ai fait le calcul très rapidement. J'ai dit, mais si c'est 8 milliards, alors le mois ou la semaine, je crois que c'était la semaine. Et j'ai multiplié, à quoi je pourrais me tromper, il faut vérifier. Et j'ai fait la démultiplication par le nombre de semaines ou le nombre de mois. Et j'ai trouvé le montant au bout. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas à cause de ce montant que les Camerounais, les ménages des Camerounais, avec tous les risques que cela entraîne, avec toutes les conséquences que cela entraîne, c'est pas pour ce montant. Alors, lorsqu'on connaît le type de dépenses somptuaires qui sont faites dans ce pays, au titre de la gabégie, où les gens se gobergent les fonds publics comme ils veulent sur pas mal de choses, mais lorsqu'il faut donner de l'électricité aux Camerounais, mais en ce moment-là, on fait des économies. C'est ça qu'on appelle absence de volonté politique. Et même dans une certaine mesure, quand on dit que parfois les gens sont déconnectés de la réalité des gens, ben c'est ce que ça veut dire. Mais évidemment, parce que cet argent-là, comme ça ne va pas dévier dans les poches des gens, ben on préfère ne pas le dépenser, alors que c'est des provisions budgétaires que l'on peut faire. Aujourd'hui, je parle de ça avec autorité, je suis à l'Assemblée nationale, c'est des provisions budgétaires qu'on peut faire. On note que vous critiquez ces investissements qui finissent par être des éléphants blancs. On note également qu'il y a de l'argent qui est utilisé pour les frais de bouche et autres, et les Camerounais attendent de l'énergie. Mais vous, Président, de façon radicale, vous commencez par quoi pour régler cette crise énergétique? Non, mais déjà par mettre le carburant. Donc ce qui existe déjà. Mais oui, mais bien sûr. Lorsqu'on prend la direction d'un pays, c'est pas comme si on arrivait dans un désert ou dans un champ de ruines. On commence avec l'existant. Et l'existant aujourd'hui, c'est quoi? L'existant aujourd'hui, c'est déjà ça, ces centrales thermiques qui existent. L'existant aujourd'hui, c'est la centrale à gaz de Kribi. Et là, il faut payer simplement les factures. Parce que la plupart, vous savez ce qui s'est passé depuis un certain temps. C'est parce que les factures ne sont pas payées que parfois ils ferment tout simplement l'usine. Donc il faut que l'État prenne des dispositions pour que ces factures-là soient payées. Et là encore, il faudra régler définitivement le yo-yo qu'il y a entre Eneo et l'État du Cameroun. Et ça aussi, je l'avais découvert à la réunion dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on est dans une sorte de dialogue de sourds. Où lorsque vous demandez à l'État, mais pourquoi Eneo ne paye pas ses factures, l'État vous dit, non, Eneo vous répond, c'est plutôt l'État. C'est l'État qui nous doit de l'argent. Parce que nous fournissons de l'énergie à l'État et l'État ne nous paye pas. Et bien lorsque vous vous retournez du côté de l'État, l'État vous dit, mais non, Eneo a notre argent. Parce que Eneo ne paye pas les droits d'eau. Parce qu'effectivement, lorsqu'on relâche par exemple l'eau du barrage de Lombangar, cette eau-là est facturée à Eneo. Donc personne ne paye. Il y a donc un jeu de chiffres. Mais pour tuer ce jeu-là, il faut qu'on revienne. Alors il y a quelques mois, à la présidence de la République, on avait convoqué, on avait mis en place là-bas une sorte d'équipe de travail qui devait donc faire une évaluation de qui doit quoi à qui. Ben, ça fait au moins 6 ou 7 mois que cette équipe de travail a été mise en place. J'ai beau chercher l'information, on me renvoie à la présidence que j'aille là-bas chercher l'information. Bon, évidemment, je vais continuer à me battre. Donc il faudra régler définitivement le jeu de passe-passe qu'il y a entre les pouvoirs publics et Eneo pour clarifier cette situation-là et puis la normaliser, payer les factures, je l'ai dit tout à l'heure, mettre le carburant dans les centrales qui existent, et puis investir en urgence d'abord dans le transport aussi de l'énergie. Oui. Parce que, attention, il y a aussi un autre problème au Cameroun dont on ne parle pas suffisamment. Lorsque Eneo est arrivé, bon, enfin, on ne va pas rentrer dans tout cela, mais lorsque la prise en main de Eneo, mais avant Eneo, d'abord il y avait eu Actis et tout le reste, ce dont on ne parlait pas beaucoup, c'était de la vétusté des lignes de transport de haute tension. Parce que les gens, ils croient, lorsqu'on parle de transport d'énergie, ils croient qu'on parle des fils noirs qu'il y a au-dessus de nos maisons ou le long des routes. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du transport de haute tension. Et puis, il faut que les gens sachent que parfois, il y a des lestages, non pas tant, parce que l'énergie manque. Il y a la production. Il y a la production, notamment lorsqu'on sort des périodes d'étiage et qu'avec les pluies, il y a suffisamment d'eau et tout. Souvent, on a des lestages,
même pendant les pluies, parce que pendant les saisons sèches, on dit que c'est à cause de l'étiage. Mais qu'est-ce qui justifie donc le délestage pendant les saisons de pluie? C'est parce que l'infrastructure de transport est déficient. C'est pour cela qu'on a créé la Sonatrel. Et ça, c'est une autre mesure, j'y reviens tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a créé la Sonatrel. Ça, c'est un point sur lequel il faudra absolument investir en urgence. Autre chose, investir sur la distribution. Là aussi, c'est un problème. Parfois, les gens n'ont pas d'électricité simplement parce que le transformateur ne fonctionne pas. Il a pété. Les gens n'ont pas d'électricité parce que les poteaux sont tombés. Parce que les fils sont coupés. Ça aussi, c'est une réalité. Et dans l'arrière-pays du Cameroun, souvent, lorsqu'un poteau il tombe, nonobstant la documentation qui existe, vous la trouverez dans le site des NEO, qui donne d'ailleurs des délais pour le remplacement, je crois c'est 24 heures ou 48 heures de remplacement d'un poteau qui est tombé ou de remplacement d'un transformateur. Souvent, ça prend des semaines et des mois. Donc le service, il est mauvais. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre le carburant déjà dans les centrales, thermiques pour que les Camerounais aient l'énergie, investir en urgence dans le transport, investir en urgence dans la distribution, et puis arrêter la dispersion d'énergie. Justement, parce que dans ce secteur, on se perd un peu. Vous avez EDC, vous avez Eneo, vous avez Sonatrel, il y a même des sous-traitants encore. On ne sait plus qui doit faire quoi. L'État, entre-temps, on vous parle de factures, ainsi de suite. Il y a quand même un gros désordre dans le secteur. Mais vous l'avez compris. Parce qu'il y a un encombrement organique dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Et lorsque vous y entrez, vous perdez la tête. Vous avez évidemment EDC, Electricity Development Corporation. Oui. Quand vous leur demandez à quoi vous servez, ils vous disent, nous avons le patrimoine. Donc, les barrages nous appartiennent. D'accord. Puis, au commencement, ils ont été créés juste pour l'Ompanga. Oui, juste pour l'Ompanga, et puis on a élargi. Maintenant, tous les barrages lui appartiennent à EDC. Oui. C'est une administration, une grosse administration. Sauf que ça s'arrête là, à la propriété du patrimoine. Lorsqu'il faut transporter l'énergie qui est produite d'une unité de production à l'unité de transformation, on pourrait le dire comme ça, parce qu'il y a des gros transformateurs, là c'est Sonatrel. C'est une autre administration. Maintenant, lorsqu'il faut distribuer, c'est-à-dire vendre cette énergie aux ménages, aux consommateurs globalement, aux industriels et autres, là c'est Eneo. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez donc maintenant des organes que j'appelle des îlots organiques. Vous avez par exemple la KPDC, Kribi Power Development Corporation. Oui. Tous les projets dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est des établissements publics administratifs, hein, ou quasi. Vous avez parlé de Lompangar tout à l'heure, on a parlé de Menvelé tout à l'heure, on a parlé de Mikin. Partout là où il y a ces projets, et ça existe toujours quand même le projet, mais de toute façon les projets ne finissent jamais. Il y a généralement un conseil d'administration, il y a un DG avec des administrations et des salaires conséquents. Mais non seulement il y a une déperdition financière, il y a une dispersion d'énergie, mais il y a un gros problème de coordination de tout ça. Un gros problème de coordination, parce que chacun va vous dire, ma compétence, elle commence ici, elle s'arrête là. Donc le problème qui se pose de l'autre côté, déportez-vous à celui qui en est responsable. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Vous ajouterez même un autre acteur, l'agent de l'éducation rurale. Ah oui, l'énumération que j'ai faite tout à l'heure n'était pas exhaustive, parce que vous avez aussi l'AER, l'agence, vous avez même, ça c'est l'AER, vous avez même l'organe de régulation. L'ARCEL. Donc vous avez l'agence de régulation, l'agence d'électrification rurale, qui a tout un autre domaine, qui fait tout autre chose, dont les fils d'ailleurs ne ressemblent pas aux fils que gère Eneo, parce qu'eux, ils ont des poteaux particuliers avec des installations à 4 fils, qui eux-mêmes, lorsqu'ils se coupent dans des brousses là-bas, personne ne sait exactement ce que ça devient. Vous avez donc tous ces organes îlots là, ces îlots organiques qui existent partout. Non, c'est un encombrement inutile. Vous savez, c'est le... Et j'en profite pour aborder la question, mais on y reviendra certainement tout à l'heure. Parce que nous qui aspirons à gagner la confiance des Camerounais pour diriger le Cameroun autrement, souvent lorsqu'on a fini d'annoncer tout ce que nous avons l'intention de faire, la question qui vient juste derrière, et sans doute vous me la poserez avant la fin de l'émission, c'est que vous financez tout ça comment? Mais le premier levier de financement, de redressement du Cameroun,
c'est le rétrécissement du périmètre d'action de l'État. C'est la première niche financière du Cameroun, c'est là. Et je veux vous dire que sans un effort... Désarticulé par l'État, sans un effort colossal. Vous savez, ceux qui suivent l'actualité internationale sont certainement au courant ces jours-ci de ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait en réalité? C'est qu'il est en train de baisser les charges publiques, les charges de l'État. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de dépenses qui sont faites, mais qui sont totalement inefficientes et improductives. Là, on vient d'évoquer la question de l'énergie. Et vous avez énuméré sans effort par vous-même un certain nombre d'organes qui, à l'analyse, ne servent strictement à rien, si ce n'est d'acheter de grosses voitures et d'engraisser des gens. Bon, du point de vue de la mauvaise politique, on peut y trouver du sens. Parce qu'on va retrouver... Mais non, c'est pas ça la politique. Les exigences, entre guillemets, de la politique. Mais non, ça, c'est pas la politique. Partage, de distribution, de satisfaction à gauche et à droite. Non, mais ça, ce n'est plus. Qui finalement s'impose quand on est, selon ceux qui sont aux affaires, quand on est aux affaires, finalement, c'est des éléments à ne pas négliger. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, c'est la prébende. C'est la gouvernance prébendière, où on installe un faisceau interminable de gens qu'on engraisse avec des ramifications, mais c'est ça le problème du Cameroun. Parfois avec des organismes que l'on crée pour rien, juste pour y loger un ami, ou un frère, ou un cousin, ou que sais-je encore. Je vous invite, et moi j'évoque toujours ce rapport, parce que c'était le tout dernier, il y a un rapport thématique de la Chambre des comptes au Cameroun qui date de 2009. Sorte de rapport qui fait l'audit des établissements publics administratifs du Cameroun. Vous allez vous rendre compte, M. Jean-Jacques Zé, qu'il y a des établissements publics administratifs au Cameroun, avec conseil d'administration, direction générale, et des démembrements administratifs de toutes sortes. Vous vous demandez à quoi ça sert au quotidien. Et c'est d'ailleurs à cette conclusion qu'était arrivée la Chambre des comptes. Nous sommes en 2009. Elle arrivait déjà, elle seule, à la conclusion que, en fait, ça ne sert à rien. Je vais vous dire, prenons les hôtels. Ça tout le monde peut comprendre. Il y a des hôtels publics. Au Cameroun, vous le savez. La SNI qui gère tout ça. Il y a des hôtels au Cameroun et des hôtels de forte réputation qui sont gérés par l'État. Comme le Sawa Douala. Qui ont des conseils d'administration et des directions générales. Oui. Publics. Subventionnés par l'État. Chaque année. Vous allez dans ces hôtels, ils sont pouilleux. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec vous. Mais curieusement, dans la même ville, ou dans les mêmes villes, tout à côté, vous avez des hôtels qui sont gérés entièrement par le privé, dont ne reçoivent pas de financement public, mais ont meilleure mine, ont un chiffre d'affaires plus élevé. Alors, de deux choses l'une. Soit ces hôtels sont abandonnés, mais on y injecte juste de l'argent pour qu'on ne dise pas que ça a fait faillite. Soit alors, c'est des hôtels qui fonctionnent, qui ont de la clientèle, qui ont du chiffre d'affaires, mais ça sert à autre chose. C'est juste un exemple. Ce que je vous dis là est clairement mentionné dans le rapport de la Chambre des comptes. Donc il faut réduire le périmètre d'action de l'État. Pourquoi? Parce que le budget que nous avons aujourd'hui, et là encore je parle d'autorité, puisque je suis à l'Assemblée, on adopte ces budgets. Quel est le cadrage budgétaire qu'on a aujourd'hui? C'est 60% de fonctionnement, 25% d'investissement, globalement, et le reste sert au service de la dette. Eh bien, l'un des rééquilibrages, puisque vous m'avez parlé d'action urgente, l'un des rééquilibrages que nous voulons apporter, c'est de remonter la portion de l'investissement, la part de l'investissement, à plus de 40%, et de baisser le fonctionnement. Et d'ailleurs, quelqu'un va vous dire, mais non, si vous faites ça, ben, le social, ça n'apparaît plus, mais non, mais c'est totalement faux. Alors, quand vous même en faisant ce rééquilibrage, et nous le démontrons d'ailleurs dans cet ouvrage, nous faisons ce rééquilibrage. Votre discours est celui de la rupture. Nous faisons ce rééquilibrage. Nous sommes en mesure d'augmenter le pouvoir d'achat. Nous sommes toujours en mesure d'ailleurs de recruter. Nous le démontrons très clairement. Le gros problème du Cameroun, c'est la beuverie. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut rétrécir le périmètre d'action de l'État. C'est-à-dire le dépouiller des niches de déperdition et d'énergie et d'argent. Mais il faut aussi auditer la chaîne de la dépense publique au Cameroun. Ça, c'est un gros problème. Ceux qui font dans les marchés publics ont une petite idée
de ce que c'est que la chaîne de dépenses au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez parfois l'impression que lorsque l'État dépense 1000 francs pour une prestation, le prestataire sur les 1000 francs ne va recevoir au bout, disons, que le tiers. Et les deux autres tiers ne restent pas dans les caisses de l'État, n'arrivent pas, ne servent pas la prestation, mais disparaissent dans la nature. Ça aussi, c'est un prédicat de la mauvaise gouvernance. Vous voyez qu'on est parti de l'électricité, mais on pourrait l'évoquer sur l'eau ou sur bien d'autres choses. Alors, Il est urgent que l'État se désengraisse de ce point de vue, rétrécisse. C'est important que les gens le notent. Mais c'est toujours inscrit dans le discours de l'État, c'est toujours inscrit dans le discours, réduire le train de vie de l'État, parce qu'on a encore de façon ostentatoire des membres du gouvernement qui se déplacent avec 40 véhicules, les bons de carburant qui circulent, d'ailleurs ça permet de dépanner certains, c'est ce que vous avez vu, et dans ce que vous avez vu qui sera présenté à Berthois demain samedi, je crois que c'est oui. Demain samedi, le livre sera dédicacé à Berthois, vous trouverez une cité également qui a beaucoup d'interrogations sur l'offre énergétique. Et à l'Est, on parle du paradoxe Lompanga, l'usine de pied, la célébration du raccordement au réseau interconnecté Sud. Mais le résultat est que c'est l'obscurité presque au quotidien de ce côté. Derrière les populations. Mais si vous voulez, vous poserez la question. Vous dites, il y a plein de choses qui sont inscrites dans le discours. Oui. Oui, mais vous savez, moi je suis un élu et nous arrivons en fin de mandat. Si vous me posez une question sur mon bilan, je ne vais pas vous servir de discours. C'est-à-dire, je vais vous dire que, en tant que député, j'avais des missions classiques et des missions extra. Au titre des missions classiques à l'Assemblée nationale, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait en termes d'amendement de loi, en termes de contrôle de l'action du gouvernement. Et dans les missions extra, je vais vous dire que oui, on a mis 100 poteaux d'éclairage public à tel endroit, on a construit 17 forages, je vais vous dire qu'on a fait la route à tel endroit, donc je vais vous donner des indicateurs, je ne vais pas vous parler du discours, je ne vais pas discourir seulement, évidemment il faut discourir pour renseigner sur ce qu'on a fait, mais je vais vous dire des choses que vous pouvez aller vérifier. Il y a une chose à l'Assemblée qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Ça se tient tous les ans, je crois dans la session de juin-juillet. Et vous pouvez lire, tout le monde peut télécharger la SND 30, la stratégie nationale de développement pour 2030. Oui. Et il y a une expression que vous verrez là-dedans, qu'on appelle la transformation structurelle. C'est une expression économique qui s'oppose en théorie économique à ce qu'on appelle le big push. En termes, c'est la grande poussée. C'est-à-dire que en management économique, vous avez deux options. Vous avez l'option de choisir des secteurs prioritaires et stratégiques sur lesquels vous allez investir. Je parlais de l'énergie tout à l'heure, je pourrais ajouter l'agriculture, sur lesquels vous allez investir, et ce sont ces secteurs stratégiques qui vont provoquer un effet d'entraînement. Ça s'appelle donc en économie la transformation structurelle, qui s'oppose donc à la grande poussée, c'est-à-dire que vous investissez de l'argent sur plusieurs leviers, sur plusieurs pôles. Et lorsque vous lirez tous les documents de l'État du Cameroun, les documents d'orientation, on vous dira que le Cameroun est inscrit dans la transformation structurelle. Oui. Mais lorsque vous prendrez la SND 30, qui vous dira d'ailleurs elle-même à l'introduction que l'option stratégique est celle de la transformation structurelle, vous découvrirez le nombre d'aéroports, par exemple, qu'ils ont prévu de construire en 5 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous verrez en plus du nombre d'aéroports, du nombre d'hôpitaux, du nombre de routes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et très vite, vous comprendrez pourquoi nous sommes inscrits dans du saupoudrage. Vous voyez que nous revenons sur la problématique que nous avons abordée lorsque nous évoquions l'encombrement organique. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le Cameroun depuis une quarantaine ou un peu plus d'une quarantaine d'années sont dans une option du mouvement sur place. C'est-à-dire que vous bougez, mais vous êtes sur place. Mais vous êtes exactement sur place et parfois vous commencez à reculer. Mais vous bougez toujours. C'est ça. C'est pour ça qu'on va créer plusieurs administrations où on sait clairement qu'on dépense de l'argent, mais on dira qu'on crée de l'emploi, on dira que ça bouge, qu'il y a des projets en cours. Et c'est ça qui fait qu'au Cameroun, tout le monde s'indigne de ce qu'il y a beaucoup de projets qui commencent, mais qui ne s'achèvent pas. Parce qu'on est justement dans du saupoudrage et seuls les pays
qui ont des revenus conséquents s'autorisent, et il y en a pas nombreux sur la planète, qui s'autorisent ce type d'option stratégique. Mais vous voyez le double langage, ou alors la disparité qu'il peut y avoir entre l'annonce et la réalité. D'accord. On achève la première demi-heure de notre entretien. Ah, déjà. Et que la crise énergétique nous a pris pratiquement une demi-heure. On va coller un autre sujet des choses vues et d'actualité. Très rapidement, on découvre les premiers messages. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé et monsieur Cabral Libi est un bon politicien. Il est encouragé parce qu'il incarne l'espoir et la force de la jeunesse. C'est Bissot Ango depuis Ebolova. Merci. Bonsoir, président de la commune de Ngoro, à 2 générateurs qui ne fonctionnent pas depuis 10 ans, financés par le FECOM, et population souffre sans énergie. Ngoro, 2 générateurs qui ne marchent pas de ce côté-là. Bonsoir Info TV. Bonsoir Nora Cabral, futur président. J'aimerais savoir quel est votre plan de la gestion de notre sous-sol, vraiment riche, mais qui est actuellement entre les ventes de certaines familles. Marcel Binam qui pose la question, on pourrait noter, monsieur le président. Bonsoir Jean-Jacques, s'il te plaît, dis au président Cabral que les habitants de Tignières sont chanceux d'avoir des installations. Nous, à Somalomon, on vit dans le noir. Somalomon, c'est dans le Oignon. Vous serez à l'est demain. Pourquoi aller construire un barrage qui produirait 25 MW et qui aujourd'hui ne donne rien, alors que la Sanaga, il y a un barrage annoncé depuis longtemps et qui doit produire 500 MW, celui de Kikot, précisément dans l'arrondissement de Nyanon. Je crois que les autorités qui ont la charge vous écoutent. Bonsoir à vous, Cabral Libi. Comme président de la République, le Cameroun sera la première puissance économique de notre continent. Les jeunes de la région du Nord sont tous derrière lui. Bara Hamad, membre du PCRN depuis la ville de Garoua. Très bonne émission. Le signal n'est pas bon du tout ici à Bertois. En tout cas, vous avez retenu l'essentiel. Le président Cabral Libi sera là-bas pour la dédicace du livre. Vous sortirez de Yaoundé. Et quand vous allez parcourir les rues de Yaoundé que vous connaissez très bien, vous verrez qu'il y a des efforts ces 72 dernières heures pour ramasser un peu les ordures. Et tous ces derniers temps, il y a eu des gros débats sur la question du ramassage des ordures, pour prendre seulement l'aspect basique, parce que l'aspect assainissement est beaucoup plus large que cela. Pourquoi est-ce que ça semble être un casse-tête pour notre pays, juste ramasser les ordures? Alors, vous savez, vous me poserez plein de questions comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Il y a une chose que les Camerounais doivent intégrer. Nos gouvernants, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, sont devenus incapables de faire certaines choses qui sont pourtant simples. Alors, vous allez vous étonner qu'à chaque fois je parle de simple. Parce que sur un certain nombre de questions, M. Jean-Jacques Zé, on n'invente pas la roue. Lorsqu'on a comme credo, c'est le cas pour nous, l'humain au centre de toutes les préoccupations, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on est gouvernant, quand on se lève le matin, est-ce que j'ai apporté satisfaction aux attentes des gens que je gouverne? C'est ça que nous appelons dans cet ouvrage la nécessité de la présence de l'État. Parce que malheureusement, le Camerounais vit au quotidien comme si l'État se foutait royalement de lui. C'est pas exagéré ça? Cet État, vous le verrez si vous voulez faire une réunion. Si vous voulez manifester, vous verrez cet État. Vous verrez cet État lorsqu'il faudra prélever votre impôt. Mais lorsque le marché va brûler, va prendre feu, comme ça a été le cas à Ezeka, en pleine nuit, il y a 2 ou 3 ans, et que j'ai appelé les sapeurs-pompiers, même à un très haut niveau, on m'a dit que les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas arriver. C'est là que vous attendez l'État. Mais vous ne voyez pas l'État. Vous vous demandez sans doute où est-ce que je veux aller. Tout à l'heure, vous avez lu le message de Ngoro. Alors, vous avez 2 générateurs. C'est dans le Mbam. C'est dans le Mbam. Dans le Mbam, oui. Vous avez 2 générateurs. Les populations n'ont pas d'électricité. Les générateurs sont même endommagés. Si la priorité n'est pas de réparer ces générateurs, si la priorité n'est pas de mettre du carburant dans ces générateurs, mais dites-moi où est la priorité. Mais moi, je pourrais vous dire où elle est. Et je le fais à l'envie, depuis que je suis à l'Assemblée. On suit votre regard. Mais on vous dit,
rapidement évacuer la question, un peu plus directement, du ramassage.